vendredi soir, Amélie va au cinéma. Merveilleux le cinéma. C'est parce que je connais l'ouvreuse. C'est pas faux. Ah, c'est vraiment surprenant. C'est de l'art, il est con celui-là. Faites-moi le point de votre carrière. Critique de cinéma. Je gagne à la foule. En fait, plus tard, c'est pas la peine d'en parler. On arrête là, c'est un débat chelou, j'aime pas ces débats. Et l'autre il me demande à quoi ça sert. Ça sert à rien. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de The Popcast Network. Nous sommes réunis avec presque toute l'équipe. Raphaël, si tu nous écoutes. Toujours près du cœur. Je suis avec aujourd'hui Augustin, toujours là. Bonjour, bonjour. Je suis avec Mathéo aussi, qui revient pour sa 3e fois et tu fais partie maintenant des sociétaires. Eh bien bonjour, merci. Et le petit nouveau, celui qui fait sa première émission, Théo, est avec nous. Bonjour Théo. Salut, content d'être là. Nous sommes contents aussi. Aujourd'hui, on va parler coup de gueule, coup de cœur de ces derniers mois. On s'est pas revu depuis la série de Last of Us. C'est début février. Début février. Ensuite, on devait faire un petit point sur Ant-Man Quantum Mania. Mais finalement, je pense, faudrait qu'on parle de la déchéance de Marvel, mais plus tard. Je pense que ce sera dans mes coups de gueule, Ouais. sans spoiler. Et donc on se revoit pour John Wick dans la partie analyse, John Wick chapitre 4, et puis on fera un petit débat sur le cinéma français à l'aube de la sortie des 3 Mousquetaires partie 1 d'Artagnan. Vous êtes chauds, les garçons? Évidemment. Très très chaud. Bien sûr. Et bah sans transition, enfin si, avec une petite transition, jingle. Vous causez de quoi? De tout. Politique, le spectacle, le sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Ça fait pas vrai con comme t'es, te demande ton avis. Un jingle toujours aussi chatoyant. Je suis toujours autant fan de ce jingle. Franchement, il m'a compris. Qui veut commencer par un coup de gueule ou un coup de cœur? Moi je peux commencer. Eh bah Augustin, vas-y. Donc j'ai 2 coups de cœur et en même temps aussi un coup de gueule pour cette première fois. Alors mon premier coup de cœur, c'est le film Devotion qui est sorti du coup en 2022 sur les sites de streaming, principalement sur le site Amazon Prime, si je peux le citer. C'est un film avec Jonathan Major qu'on a vu récemment du coup dans Creed 3, mais pas que, et aussi Glenn Powell qu'on a vu dans Maverick. C'était le personnage de Hangman. Alors, Devotion, c'est un film qui se passe pendant la guerre de Corée, qui va raconter l'histoire du pilote afro-américain Jesse Brown, et c'est une histoire vraie sur son destin, comment du coup il a fait pour piloter les avions alors que c'était lui-même du coup un afro-américain, à une époque où justement les afro-américains n'avaient pas forcément autant de droits que ça. Et second coup de cœur, c'est le remake de Resident Evil 4 qui est sorti récemment. Donc c'est le remake éponyme de Resident Evil 4 sorti il y a maintenant plus de 15 ans. J'arrive même plus quoi la date, je crois que c'était en 2005, je sais plus. Forme totalement refaite à neuf. Des passages ont été retirés, d'autres ont été rajoutés afin que le jeu soit plus consistant et plus lisible, plus d'une refonte graphique évidemment. Et le coup de gueule, c'est aussi en particulier, encore une fois, sur Resident Evil 4 par rapport plus à la méthode de vente et de conception commerciale qui est autour du jeu. Je gueule principalement sur une chose, c'est qu'à l'époque il y avait 2 campagnes dans le jeu qui étaient offertes gratuitement une fois qu'on avait fini la première fois le jeu. Ce coup-ci, la campagne secondaire va être vendue en DLC, que je trouve assez ridicule, sachant que le jeu de base coûte quasiment 70 balles, 70 € à la sortie. Je trouve ça quand même assez malhonnête de vendre une campagne qui était offerte il y a maintenant plus de 15 ans gratuitement, 20 € de plus, 2 mois après la sortie d'un jeu. Voilà. Alors, quelqu'un a d'autres coup de gueule, coup de cœur? Alors, moi j'ai un coup de cœur et un coup de griffe. Je vais commencer par le coup de cœur. J'ai vu un film, c'était hier, entre le match de la Juventus contre Hellas Vérone. Match assez qualitatif du fait que j'ai regardé un film entre deux. C'était le film Omar. Omar, la bête? Non, le prénom. O-M-A-R. Non, je ne connais pas. C'est un film qui date de 2013, mais ça relate, si vous voulez, les mésaventures, les drames qu'il se passe pendant le conflit israélo-palestinien. D'accord. Un conflit qu'on ne parle pas assez. C'est un de mes professeurs de la fac de l'université de droit qui m'en a parlé. Il m'a conseillé de le regarder. J'ai regardé et j'ai vraiment pris un plaisir. C'est un drame assez tragique de fidèles qui sont hélas séparés du fait d'un putain de mur construit évidemment par l'armée israélienne. Et on raconte aussi le quotidien des Gazaouis et des Palestiniens et même des Cisjordaniens durant ce conflit. Et c'est extrêmement enrichissant. Je vous conseille vraiment de l'aller le regarder. Eh bah ouais, tu m'as intéressé. Je vais peut-être le regarder du coup. Et mon coup de griffe, alors c'est pas vraiment sur un film, mais c'est plus sur la réaction des personnes, des gens. C'était sur, évidemment, le fameux trailer sur la petite sirène. Ah, il m'a piqué l'idée. Il m'a piqué l'idée.
Tu vas parler des réactions des gens, pas du trailer en question. Non, le trailer, je vais pas regarder le film, du coup, le trailer. Bon, voilà. Mais c'est plus pour la réaction des personnes, enfin des deux camps. Le premier camp, j'ai envie de dire, le camp réactionnaire. Ouais, ça y est, maintenant ils ont diversifié la petite sirène, c'est woke, c'est anti, blablabla. Et j'ai envie de poser une question, mais est-ce que, à votre avis, les gars, est-ce que vous allez quand même le regarder le film ou pas ? Parce que vous allez gueuler sur le changement de personnage de l'actrice de la petite sirène. Vous gueulez, ok, mais est-ce que vous allez le regarder ? Si vous ne regardez pas, à quoi ça sert de gueuler ? Aussi, dans l'entre-camp, ouais, avec ce film, les personnes afro-américaines sont représentées et tout ça. Niveau représentation, on a vu mieux, les enfants. Parce que, je suis désolé, mais la petite sirène, vu le trailer, ça va pas être ouf. Du coup, ça met pas forcément en valeur. Non, c'est sûr. Non, ça met pas forcément en valeur, mais bon, c'est sûr que la réaction des personnes vis-à-vis de ce trailer ne met pas du tout en valeur, que ce soit dans l'autre côté ou dans le mauvais côté. Oh, bah, je trouve ça plus stupide. La petite sirène étant un personnage de fiction. Oui, c'est un personnage de fiction. Peut être interprété. Tu m'aurais dit, et encore, tu m'aurais dit Winston Churchill joué par Idris Elba. Bon, j'aurais peut-être pu un peu ticker. Encore que je suis sûr qu'il aurait été excellent dans le rôle. Effectivement. Oui. Mais la petite sirène. Après, tu me diras que l'actrice, ou même un acteur, pourquoi pas, soit représenté par une femme asiatique, afro-américaine, même caucasienne, c'est pas grave du moment qu'elle joue bien. Bah oui. Et le problème, c'est que au vu du trailer, bon, je vais pas, voilà, mais je ne pense pas que la qualité soit présente. Bah déjà, la qualité visuelle, faut quand même en parler visuellement. Ça a beau être un trailer, au moins ils auraient pu faire ça un peu plus de façon, je sais pas moi. Bah disons qu'ils ont repris le trailer version Disney. C'est pas version Disney, c'est une version en fait. Le trailer était pas terminé quoi pour moi en fait visuellement. Je sais pas s'il était terminé ou pas, en tout cas c'est très moche. Graphiquement c'est très moche, on peut le dire. Du coup, que la petite sirène soit noire ou pas, parti sur quelque chose de spécifique et je pense que ça colle pas du tout à l'univers. Enfin, c'est pas que ça colle pas du tout à l'univers, c'est qu'ils ont essayé de faire un copier-coller avec le dessin, enfin avec le film d'animation, et le problème c'est que ça ne marche pas. Je sais pas si vous voyez dans le trailer, il y a Ariel qui chante et qui se pose sur un rocher et qui a oui, la fameuse scène du rocher. Oui, du rocher, oui. Le problème, alors que sur un dessin animé ça marche, mais je sais pas pourquoi sur un film ça ne marche pas du tout, parce qu'on dirait vraiment qu'on lui lance sur le dos un seau d'eau. Maintenant. Non mais à sa décharge ou plutôt pour l'enfoncer ou je ne sais pas, c'est sûr que la petite sirène se passe une grande partie sous l'eau. On a eu Avatar au mois de décembre qui a, je pense, redéfini tout ce qui était cinéma aquatique. Oui. Je pense que c'est difficile de passer après, et connaissant Disney et les conditions de travail actuellement qu'ils imposent aux studios effets spéciaux, j'en parlerai dans un instant, pas étonnant que ce soit pas terrible. Théo, coup de gueule, coup de cœur? Alors moi, franchement, au niveau coup de gueule, j'étais plus sur certains films, c'est surtout sur la gestion de Disney vis-à-vis de ses licences. Après, ça va tirer à balles réelles sur Disney en ce moment. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez particulier. Moi, par exemple, étant un gros consommateur de manga et aussi animé japonais, j'ai beaucoup de peine à voir que Disney a racheté les droits pour un animé que j'ai beaucoup apprécié dans mon enfance, et la dernière saison étant sortie en année fin 2022, début 2023, donc c'est Bleach. Et ils ont acheté la licence, la dernière saison est sortie et elle n'est toujours pas disponible sur Disney+. Et à mon grand regret, alors que beaucoup de sites de streaming le proposent déjà, bien que ce soit illégal. C'est une gestion aussi par rapport à leur licence, que ce soit dans les grands Star Wars ou bien des Marvel. On a quand même une réticence de plus en plus sur certains sujets à aller voir, parce que il y a quand même une grande remise en question de où nous mènent toutes leurs innovations. C'est vrai. Oui. Et après, moi, mon coup de cœur, donc c'est un reportage Arte qui est sorti il y a 2 jours. Je l'ai regardé tout à l'heure. C'est un sujet d'actualité, donc sur l'usage et l'équipement des gendarmes et policiers en France et outre-Manche. Franchement, le reportage est super, avec beaucoup de sources, très bien documenté. Excellent, très intéressant le documentaire sur Arte, je le regardais en même temps. Et en termes de documentaire, je suis en train de regarder un vieux documentaire sur la vie d'O.J. Simpson et ses déboires judiciaires, que je conseille aussi, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire.
Il me reste que moi du coup. Oui, alors, coup de cœur, ça va être rapide. Bon, il y a eu beaucoup de films en ce moment, je vous conseille d'aller au cinéma, il y en a des très bons. Mais la série Apple TV+, Ted Lasso, saison 3, c'est un bonheur de chaque instant. Moi, je suis Ted Lasso depuis la première saison. C'est un entraîneur de football américain qui est engagé au départ dans une petite équipe de première ligue. Donc, il essaye de s'adapter à la vie européenne. C'était exceptionnel la saison 1. C'était grandiose la saison 2, c'est hilarant la saison 3. Voilà pour ceux qui connaissent. C'est écrit entre autres par le créateur de la série Scrubs, qui est un chef-d'œuvre télévisuel. C'est un nouveau chef-d'œuvre télévisuel, je vous conseille la saison 3 avec une caricature de Zlatan Ibrahimovic pour ceux qui connaissent le foot, qui est juste hallucinante. Et mon coup de gueule va être... alors, pas pour le cinéma, pas pour Marvel, mais pour le cinéma de super-héros en ce moment, qui est en train de sombrer. Est-ce qu'il est en train de sombrer parce que les gens en ont marre ? Peut-être. Il est en train surtout de sombrer parce que les producteurs font n'importe quoi. Ant-Man Quantum Mania, ça a priori, je ne l'ai pas vu, mais très bientôt je le verrai. Les retours sont que ça a été fait à la machette, à la truelle, avec des studios d'effets spéciaux complètement dépassés. Ça a été fait n'importe comment. On peut remarquer aussi que Black Panther, Wakanda Forever, en plus d'avoir fait beaucoup moins d'entrées et de sous que le premier, a aussi été un peu massacré niveau effets spéciaux. Black Adam a été un échec artistique et commercial. Et j'ai bien peur que ce soit la même chose pour Shazam. Ah bah Shazam, c'est déjà un four monstrueux, hein, il rapportera même pas un dixième de sa mise. En plus que a priori c'est moche et c'est nul. Qu'est-ce qu'ils font avec une mine d'or comme les super-héros ? Les super-héros, on a beaucoup critiqué le cinéma de super-héros ici, mais n'empêche que ça reste une mine d'or avec des thèmes à aborder sans fin. Si tu mets quelqu'un aux manettes qui s'y connaît, et je pense à Matt Reeves qui a fait de The Batman un super bon film. Et puis de toute façon avec Batman quasiment que des bons réalisateurs, sauf Batman Forever et Batman et Robin, ça a été globalement quelque chose de très très bon. Oui, mais même eux, ils avaient un truc à proposer en plus. Et même eux avaient quelque chose à proposer, qui était nul, mais au moins ils proposaient quelque chose. Là, ils ne proposent plus rien. Je leur demande, s'il vous plaît, s'ils m'écoutent, et ils m'écoutent sûrement pas, de se réveiller. Le cinéma de super-héros est en train de mourir. La prochaine sortie, ça sera Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. J'espère que ça sera bien. Plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne Marvel. J'ai l'impression que là, ils sont tellement dans un truc industriel. On a l'impression que les scénarios sont écrits par ChatGPT. Mais même ChatGPT peut faire des trucs sympas. Et je pense que même oui. ChatGPT ferait mieux. Franchement. J'espère qu'ils vont se réveiller tout simplement. Bon, j'ai un peu d'espoir pour les Gardiens de la Galaxie parce que c'est quand même pris en main par un auteur-réalisateur qui, quoi qu'on en dise, a son univers et apporte sa patte, James Gunn. Là, j'espère, réveillez-vous parce que on était parti sur des choses au moins très fortes, très puissantes en ce qui concerne les Avengers 3 et 4 qui, même si c'était pas des films parfaits, au moins réunissaient les gens, c'était quelque chose, un événement à ne pas rater. Là, les gens n'y vont plus. Est-ce que c'est à cause de la qualité des films ? Sûrement. Est-ce que c'est à cause du trop plein de super-héros ? Sans doute aussi, parce que entre les séries moisies qu'on s'est tapées ces derniers temps, She-Hulk, si tu nous regardes. Ah merde. Non. J'en ai déjà assez parlé. Moi, j'en ai déjà vachement assez parlé de She-Hulk. C'était juste pour moi. Mais même quasiment toutes les séries Marvel sur Disney+. J'ai pas vu Loki, mais a priori Loki a été bien reçu. On peut parler de WandaVision aussi, mais il y en a au moins 5-6 et tout le reste. Et il y en a que 2 qui sont bonnes. Non, moi j'avais bien aimé le Faucon et le Soldat de l'hiver. C'est pas ouf quand même. Même si effectivement on peut en tirer des défauts. Pour le coup, contrairement aux autres séries, honnêtement, elle se regarde vachement mieux que Miss Marvel par exemple ou She-Hulk, qui étaient pour moi juste des fours abominables. C'était pas regardable. Visuellement, c'était pas regardable. Scénaristiquement, ça n'avait aucun sens. Et c'était même pas drôle. Alors honnêtement, moi je suis bien sympathique, mais si je dois perdre 1 heure de ma vie toutes les semaines face à un truc qui est nul à chier, bah non quoi, je préfère perdre 1 heure de ma vie face à un truc qui est intéressant. Voilà donc pour mes coups de gueule, Après, pour mes coups de cœur, oui vas-y. Pour répondre à ta question, je pense que les gens n'en ont pas forcément marre des films super-héros, mais je pense qu'ils en ont marre un peu des multiverses, des métaverses, etc. Faut dire que c'est vachement confus pour l'instant ce qu'ils font avec le multiverse. Disons quand tu prends les films à part, j'en ai 2 films mais d'ici à part, c'est le Joker de 2019 et The Batman, ils ont très bien marché. Enfin, Joker c'est pas vraiment un film de super-héros, voilà, mais ils ont très bien marché. C'est ça avait la vertu de proposer des films à part. Oui, c'est voilà, pour ça. quelque chose avec un vrai point de vue d'auteur. On peut discuter de la qualité infinie des films, mais au moins ça proposait quelque chose. Peut-être si Marvel arrêtait avec les multivers, faisait vraiment des trucs à part et proposait de nouvelles choses, parce que je l'ai dit en plus avec des amis, pourquoi pas faire un énième Spider-Man si vous voulez, mais genre plus de Peter Parker et Miles Morales. Moi je reste bloqué sur je veux Peter Parker, ouais, mais j'en ai marre de Peter Parker au lycée, ça fait au moins 5 ou 6 films qu'on se tape Peter Parker au lycée, ils peuvent proposer autre chose. Non mais surtout qu'en plus avec le nombre de munitions qu'ils ont en termes de licence
et d'univers, il y a quand même moyen de te ramener beaucoup plus de choses en termes de contenu et aussi en termes d'innovation. Ouais. Que ce soit, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu que ce soit les 4 Fantastiques. Bon, c'est revenu récemment avec Doctor Strange. Oui, mais bon, ça fait combien d'années? Oui, c'était qu'un clin d'œil. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un surfeur d'argent ou même des tas de super-héros qui sont présents dans les BD, que ce soit en méchant ou en super-héros. Le retour des X-Men. Il y a le retour des X-Men. Il y a des tas de choses à faire et c'est sous-exploité et en plus mal rendu. Mais si tu veux mon avis, les X-Men, ils s'y frotteront pas, ou en tout cas pas maintenant, parce que les X-Men, étant donné que c'est sûrement l'un des univers de super-héros les plus intéressants, politiques et puissants, il faut quelqu'un qui sache écrire et qui écrive un scénario puissant. Puis il faut surtout mettre les pieds dans le plat avec. Et il faut un bon réalisateur. Et ça, Marvel est pas prêt de le faire parce qu'ils veulent pas laisser la place à quelqu'un qui a un vrai point de vue en ce moment. Voilà donc pour les coups de cœur, pour les coups de gueule. Et nous, on continue avec la deuxième partie de l'émission. Jingle. C'est à quel sujet? Voilà, monsieur, c'est très simple. Alors, la critique, l'analyse sera consacrée à un film et pas des moindres. C'est sûrement un des univers qui a le plus percé comme jamais l'histoire du cinéma. C'est arrivé un petit peu en trombe par la fenêtre et maintenant ça franchit la grande porte. Keanu Reeves et John Wick dans John Wick chapitre 4, déjà le 4. On a été voir le film, on en a pensé généralement, je pense, que du bien. Évidemment. Donc on va en parler un petit peu, le débriefer, parler un petit peu de Keanu Reeves, la star incontestable, qui est devenu le prince du cool ces dernières années. Ah, c'est le prince internet. Alors, qui veut commencer à débriefer John Wick? Allez-y, lâchez-vous. Bah moi, je veux bien. Après, faut préciser que j'aurais peut-être fait un peu de spoiler, mais c'est juste, j'ai fait un petit les plus et les moins du film pour être assez rapide. Oui. Et bah c'est parfait. Donc je commence du coup. Attention, il y aura peut-être des spoilers. Alors pour moi, par rapport à John Wick 4, les plus du film, et bah déjà, on va directement rentrer dans le sujet. Keanu Reeves est vraiment cool. Ça fait quelques années déjà qu'il a accumulé un capital sympathie quand même assez phénoménal en moins de 10 ans, même s'il avait déjà avant ça une bonne aura. Donc le personnage de John Wick, campé par Keanu Reeves, est vraiment, vraiment cool à l'écran. C'est défouloir, c'est bien joué. Parce que mine de rien, ok, il parle pas beaucoup, mais il faut quand même le faire, ce qu'il fait. On a aussi Donnie Yen. Physiquement, c'est une prouesse. Physiquement, c'est une prouesse. Ah bah oui. On a Donnie Yen, je sais jamais comment le dire. Comme tu veux, on va dire comme tu veux. Voilà. Donnie Yen qui campe un personnage du coup ici de. Personne ne pourra vexer une star internationale et incontestée comme Donnie Yen. De toute façon, il n'y a plus rien à prouver, le gars. Roi des arts martiaux, prince du combat s'il en est, ami de Keanu Reeves dans le film, personnage aveugle qui donne du coup lieu à des scènes de combat d'anthologie. On a aussi du coup le personnage de Person qui se nomme lui-même comme ça, Person, dans le film, qui je trouve vraiment cool. C'est une réussite du film, notamment parce qu'il a un chien qui est extrêmement bien dressé, qui est vraiment cool. On peut y voir un hommage non dissimulé à Sergio Leone et à la trilogie du dollar d'ailleurs. Bah, c'est même plus que non, c'est même pas caché. On a carrément des scènes copiées-collées de scènes de western. Hein. C'est vrai. On a l'intro à Osaka qui pour moi du coup est l'une des meilleures intros de tout John Wick confondu en termes d'imagerie, de musique, et puis juste après de scènes d'action. On a ensuite, pour moi, tout ce qui se passe à Paris, qui est juste phénoménal en termes de violence graphique, en termes de chorégraphie, en termes de musique. Et quoi dire de plus? On a des scènes d'une inventivité folle, notamment un plan séquence en vue plongée, donc en vue du dessus, où John Wick va récupérer au fur et à mesure des armes et va tuer facilement une 50aine de personnes dans un immeuble. Moi j'y vois personnellement une sorte de référence un peu aux jeux vidéo, notamment à Hotline Miami. Ça m'étonnerait même pas, étant donné que Keanu Reeves de base lui il a un pied à fond dans le monde du jeu vidéo et qu'en plus le réalisateur n'a fait de cesse que de faire des références au monde du combat, du jeu vidéo, même à l'art en général dans tous ses films. Qu'est-ce que je peux dire en moins par rapport au film? Le tout début du film qui se passe dans le désert, qui fait une référence, qui est un écho direct au film numéro 3 avec le concept de la haute table, qui je trouvais pas forcément intéressante. Et même non, plutôt, c'est pas la meilleure scène, je suis c'est d'accord. pas la meilleure scène du film. Le fond vert de fin du film, de la séquence finale qui se passe à Paris, qui vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Tout le film est très bien, et puis à un moment donné, on a un fond vert ignoble. C'est ce qui est décevant, mais. Ouais, c'est un des rares trucs décevants. Parce que je chipote, il a fallu que je trouve des défauts au film. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et moi aussi, un des derniers trucs vraiment qui limite me fait tiquer,
par rapport à John Wick, c'est plus par rapport à l'univers et par rapport au personnage de John en fait en question. C'est comment s'arrêter avec l'univers, comment stopper tout ça, puisque même si on a droit à une fin avec John Wick 4, c'est quand même vachement ouvert au point de te dire est-ce qu'ils sont pas en train de préparer John Wick 5 et si tel était le cas, où est-ce que ça nous amenait? Est-ce qu'ils auraient pas déjà créé une machine qui va un peu trop loin pour eux et comment l'arrêter si vraiment il fallait que ça s'arrête? Pour répondre à ta dernière question, je pense qu'il y a de quoi faire dans le sens où, scénaristiquement parlant, ils sont sur la même lignée. Il y a de quoi faire, je pense, 2 bons films encore qui peuvent très bien terminer cet univers. Parce qu'on sait d'office que l'univers étendu, elle, va s'agrandir avec déjà la série Continentale qui va arriver en juin et le film Ballerina qui va être mené par Ana de Armas, qui va jouer du coup une tueuse à gages et en même temps une danseuse professionnelle. Ça, on sait que ça arrive, on sait que l'univers se développe. Par contre, le personnage de John, son histoire à lui, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de la faire s'arrêter? Je pense qu'il serait temps en effet, parce que sinon on risque de continuer la même chose vis-à-vis d'autres films. Et puis bon, le problème c'est que s'ils ne s'arrêtent pas, les prochains films ne vont rien proposer et donc cela pourrait engendrer un essoufflement vis-à-vis de John Wick. S'ils font la même chose, je pense que ça peut délaisser les gens. Mais du coup, ça pour dire finalement que moi John Wick 4 pour moi c'était un vrai plaisir, c'était une réussite totale, scénaristique, visuel, musical, et je conseille à toutes les personnes déjà qui ont vu le 1, 2, 3 d'y aller, et même ceux qui n'ont pas vu John Wick en général, et ben écoutez, au moins c'est un bon défouloir, et si on veut bien s'amuser pendant 2h45, 2h50 de tuerie, et ben dans ce cas c'est avec plaisir que je vous dis foncez. Faut quand même avouer que John Wick, c'est un accident total ce truc. Ah ouais, c'est fou. Moi j'étais dans la salle pour le premier, j'étais allé avec des amis. Bon, on savait qu'on allait voir un film d'action avec Keanu Reeves, mais on savait pas qu'on allait voir un aussi bon film. Ça nous a tous scié, ça a scié pas mal de monde. Le film a été produit pour finalement pas grand chose. Même celui-là, je regardais le budget à l'instant, le John Wick 4, c'est 100 millions. Par exemple, c'est un peu plus, c'est 30 millions de plus que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est 200 millions de moins que Ant-Man. Et ça a été venu comme ça, voilà, comme une surprise. Voilà, ils sont passés par la fenêtre pour après ressortir par la grande porte. Le 1 a été un petit succès d'estime qui après a décollé complètement en vidéo. Le 2 est arrivé là-dessus. Pour moi, c'est mon préféré, le 2. Voilà, je vous le conseille. Pareil. Le 2, c'est Masterclass, le 2. Masterclass. Le 2 est arrivé avec un peu plus de budget. Je crois qu'on a dû passer à 60 millions, etc. Ça a cartonné un peu plus. Le 3 a cartonné de ouf. Et là, celui-là, il est en train de péter les records. John Wick 4 pour un film en plus assez violent, voire très violent. Oui. Extrêmement violent. Surtout ce quatrième. Incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé avec John Wick. À quoi ça tient? Je pense à une qualité de mise en scène absolue. Je veux dire, on n'avait jamais vu des scènes d'action aussi bien filmées depuis peut-être Matrix. Même depuis les films de John Woo en général. Depuis les films de John Woo peut-être aussi. On avait un univers qui est là sans devenir trop envahissant, peut-être d'ailleurs un peu trop envahissant dans le dernier. C'est peut-être mon Ah non, moi justement, c'est ça mon problème. Je trouve qu'ils ont pris le concept à bras le corps et ils ont essayé de construire un vrai univers autour de son personnage qui rend le truc tangible. Moi, c'est ça que j'apprécie énormément. Je trouve qu'on perd un tout petit peu dans le dernier le côté humour noir que j'aimais beaucoup dans les 2 premiers avec le sommelier, le petit côté. C'est le problème de l'avancée du scénario, c'est que du coup, pour retrouver ce genre de vanne, ça devient plus compliqué, je pense. Mais on en retrouve quand même des petites. Ouais, on a quelques scènes comme ça quand même dans le dernier. Mais c'est vrai que de ce côté-là, contrairement aux 2 ou même au premier, oui, c'est vrai que on sent un manque. Mais ce que je souligne, moi, c'est surtout le sens du timing du film. Il y a quand même un gros travail qui est fait là-dessus. Il y a tout qui s'enchaîne, mais de manière millimétrée à la perfection, que ce soit dans les musiques, comme Augustin l'a dit, ou dans les images et les plans. C'est quand même quelque chose de... Quand tu as la transition, par exemple, à Paris, quand ils rentrent dans l'immeuble et que d'un coup, tu passes en vue du dessus avec la musique, c'est quand même fait d'une manière... C'est de l'eau, quoi. Tu le bois. C'est élégant, c'est bien foutu, rien à dire de plus. Et les chorégraphies des bagarres, en plus, les chorégraphies sont super. Avec les musiques qui vont dans le fond, mais c'est absolument jouissif, c'est génial. Et j'avais trouvé Keanu sur la partie 3 Parabellum un petit peu fatigué. Je pense.
Et là, dans le 4, il a récupéré du jus. Là, il est à fond, là. Le Keanu Reeves, il a 58 ans. Oui, il a 58 ans. Ça me faisait un peu peur, d'ailleurs, John Wick 4, 58 ans. Est-ce qu'il va encore avoir le... Je le sentais un petit peu fatigué dans le 3. Ça s'explique peut-être aussi par le fait que les 3 premiers se passent en l'espace de 6 ou 7 jours. Oui, voilà, et que le personnage était déjà pas mal blessé. Il y a moyen. Style, je pense, même si, en termes de vraisemblance... La saga John Wick, c'est du n'importe quoi. Évidemment. Mais c'est ce qui fait problème. Vu que c'est assumé, moi ça me pose pas de problème qu'il y ait 150 personnes qui meurent place de la Concorde sans aucun flic. Ouais. Paris est en flamme. Oui, il n'y a pas la bravem au cul, quoi. Il n'y a pas la bravem dans John Wick. Il n'y a pas de manifestation contre la réforme des retraites. Même la bravem, même pas un petit feu de poubelle. John Wick, il serait pas allé. Et non, on sait, franchement, c'est ça qui est bien avec John Wick, c'est qu'ils ont soldé la vraisemblance en fait dès les 20 premières minutes du premier, quoi. Quand il arrive et qu'il fait appel à un service de nettoyage pour nettoyer son appartement, qu'il y a un flic qui passe, il fait salut. On a compris déjà direct dans le premier que c'était du n'importe quoi. N'importe quoi, oui. Et en fait, c'est kiffant, quoi. Ah, mais c'est kiffant de plus se soucier de tout ça, en fait. Ah oui, même si John Wick il est bien trop cheaté, on va pas se le cacher non plus, parce que se jeter d'un 3e étage n'a rien à voir. Bon, c'est pas ce que dit la voiture, apparemment. Oui, c'est pas ce que dit la voiture. Oui. Franchement. Enfin, et pas que John Wick aussi, il y a le chien, par exemple. On ne touche pas aux animaux. Ouais, mais le chien, il est blindé. mais même ça, je veux dire, à la limite, on en a plus rien à faire. Non, on a plus rien à foutre, ça, c'est du divertissement en fait. Bah ouais. Pendant 2h50, on voit une tuerie de masse. Je dirais même que c'est au-delà du divertissement parce que dès le début, il y a quand même, surtout dans le 2, il y a une note d'intention artistique qui est claire. Oui. Quand John Wick arrive au début du 2, qu'on voit un accident hors champ de moto sur une image de Buster Keaton qui est projetée sur un... il te dit, moi je suis là pour faire de l'art en fait, je m'en fous du reste. Buster Keaton s'en foutait de que ça paraisse invraisemblable, même si ce qu'il faisait était c'était un cascadeur déjà de base. Déjà, là c'est pour l'amour des cascades, l'amour de la scène d'action, l'amour du geste. Il faut rendre hommage effectivement à toutes les personnes qui ont participé aux 4 films, que ce soit cascadeur, comédien, expert en combat, et surtout Keanu Reeves qui a du coup mis effectivement la main à la pâte dedans et qui a mouillé sa chemise. Les scènes de combat n'ont jamais été aussi effectivement fluides et je vais pas dire réalistes, aussi fluides et impressionnantes à regarder. C'est la mise en œuvre, oui. Tout ça en fait tient effectivement aux gens qui dans ce film visiblement ont tout donné pour donner un spectacle vraiment impressionnant à regarder. Ça fait penser un peu à ce que fait Tom Cruise qui lui va donner aussi tout ce qu'il a dans son âme, dans son corps pour les films. Là on a une vision aussi qui est quasiment similaire de tout donner pour que le spectacle soit au rendez-vous et que les gens puissent se dire après le film, j'ai vu quelque chose qui était vraiment cool. Alors est-ce que quand même 2h50 de tuerie de masse, c'est pas un peu long? C'est pas assez long justement. Franchement, moi je trouve un petit peu trop long pour 2h50 ce genre de tuerie. Par exemple, au début, je pense que le début, on est d'accord, c'était pas vraiment nécessaire le début. Peut-être. La scène du désert est pas du tout. Ouais, je pense qu'on peut retirer facilement 20 minutes de film. Ouais, je pense qu'on peut retirer 20 minutes. Après, c'est dans la continuité des 3 premiers. Je veux dire, quand ils ont achevé le 1, le 2 et le 3, à chaque fois, tu reprenais quasiment presque à la seconde près ou à la minute à l'heure près de l'endroit où t'étais. Oui, là, il a fallu replacer les personnages. Là, il a fallu replacer les personnages et les conditions. C'est que c'est vraiment une suite. Tu n'es pas perdu. Et oui, forcément, là-dedans, oui, il y a des longueurs. Tu vois, par exemple, quand le Sacré-Cœur, je sais que l'escalier est long. Je ne le pensais pas non plus à ce point-là. Mais c'est vrai qu'après l'avoir dévalé un certain nombre de fois, c'est vrai qu'à force, même si c'est extrêmement drôle, ça rajoute peut-être une longueur peut-être un peu inutile, même si ça peut être drôle. Après, ça dépendra de l'humour de certains. Je veux dire, moi, la première, la deuxième, ça me fait rire. La troisième, tu commences à te lasser en fait. Tu commences à, tu bois, tu remontes. Écoute, je pense que tout paraît plus long quand on a 50 hommes armés qui te tirent dessus. Je me doute bien, mais les 3 minutes étaient longues pourtant. C'est les 3 minutes les plus longues du film, je pense. C'est les 5 minutes de Freezer sur la planète Namek. Ah oui, c'est voilà. Mais il faut avouer que par rapport aux 3, que j'ai bien aimé, que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'est pas mon préféré de la saga, celui-là monte crescendo. Il y a toujours en fait il y a toujours un truc qui va plus loin. Oui, c'est ça. Alors que le 3, mon seul problème avec le 3, c'est que le must du film arrive tout de suite.
La bagarre avec les couteaux dans la salle d'armes. Avec les haches qui volent. Avec les haches qui volent. C'était difficile de faire mieux que ça. La scène du livre. La scène du livre. La scène où John Wick tue quelqu'un avec un cheval. La scène où il passe 5 minutes pour trouver juste un barillet pour tirer une seule fois avec son revolver. Voilà, en fait, le climax du 3 arrive tout de suite. Alors que là, en fait, on enchaîne au fur et à mesure avec donc le désert, ça reste une scène d'action, on va dire, plus que basique. On arrive à Osaka où ça devient ouf. Ouais, ça devient ouf. Ouais, après, on va à Berlin où là, c'est juste hallucinant, la scène de la partie de cartes. Ouais, la partie et de dans cartes, la boîte, c'est génial. Et puis, le climax à Paris. Où là, c'est, voilà, je veux dire, oui, c'est grandiose, quoi, la scène de baston à l'Arc de Triomphe. Bon, la scène en vue plongeante dans la partie. Bon, voilà. Non, franchement, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Mais il en fait peut-être encore. Ouais, c'est peut-être un tout petit poil long. Je veux dire, quand t'as fait 200 headshots dans un film, au bout d'un moment, tu t'en fous qu'il y en a que du 101ème. Et encore, je me dis, il y a peut-être un peu de retenue, limite. J'ai l'impression de penser ça. Parce que tu vois qu'il y a des scènes où il y a un vide, une tension qui s'installe, c'est volontaire, mais que derrière, il y a quand même une envie d'aller plus loin et t'es bridé par un scénario. Peut-être. Et puis bon, on voit quand même des personnages, on va dire, un peu sacrifiés au fur et à mesure. On reste vraiment collé à John qui devient une espèce de figure christique. John Wick me fait beaucoup penser à Dante, l'enfer de Dante. Les 3 parties d'ailleurs. Je trouve que c'est très référencé là-dessus. Disons que John était déjà vachement mystifié dans le 1, on nous l'avait vendu directement comme étant le croque-mitaine, on l'avait mystifié, etc. Et lui, dès le début, avait voulu se retirer de cette image, mais malheureusement, les scénarios ont fait qu'il n'a pas réussi. Et le 4, on sent vraiment que le personnage de John décide vraiment d'embrasser ce côté mystique qui lui colle à la peau et de devenir, ou de redevenir littéralement la bête qui fait peur, la bête qui enlève nos enfants la nuit, qui redevient du coup le croque-mitaine, Baba Yaga. En effet. Moi j'en ai vraiment ce côté très symbolique, voire littéralement dramaturgique. Le film sacrifie du coup beaucoup de personnages secondaires, même Winston, je le trouve moins pertinent que dans les autres films. Le seul personnage qui physiquement et dans l'histoire éclate le film, c'est Donnie Yen, qui est juste incroyable. C'est marrant parce que ça fait un rapport assez bizarre dans le sens où bon, il y a un réel antagoniste qui est le marquis dans le film, mais en même temps t'as cette rivalité pareil qu'on peut qualifier aussi d'antagonisme avec Kane, et c'est très perturbant et bien à la fois. Oui, d'autant que t'arrives jamais à le détester, Kane. Ah non, jamais, parce que justement en fait tu pourrais le regarder bouger pendant 2 heures de film, ce serait un chouette film en fait, Donnie Yen. Il a une manière de bouger, de concevoir ses scènes d'action. Moi, je peux le regarder facilement, quoi. La scène de l'escalier où il rejoint John Wick, les deux, le combat est magnifique. Le combat est magnifique entre eux. C'est le Graal. La toute première fois, on le voit du coup se battre du coup à Osaka et on le demande de se bouger enfin. Et dès le moment où on voit que la scène d'action commence avec lui et on se rend compte du coup de son handicap, mais en même temps puis ça fait un contraste, ça fait un contraste avec John Wick aussi. Ça fait un contraste avec John Wick et justement déjà on est directement impressionné par le personnage. Très rapidement on avait su nous montrer du coup les intérêts de ce personnage, pourquoi il était là et ses objectifs, ce qui fait que du coup effectivement on ne peut pas le détester, au contraire même on ne fait que l'apprécier et on en arrive à un stade final, à un stade où à la fin on veut pas qu'il meure, on veut pas que John meure, en fait on veut que personne ne meure, mais on sait que de toute façon ça va pas se terminer. Mais dans tous les cas, avec le nombre de cadavres qui jonchent déjà le sol, c'est compliqué. Par contre, il faut faire abstraction effectivement du nombre de balles et du nombre de personnes mortes avant ça, disons que un personnage relativement secondaire. Disons que les crématoriums n'ont pas chauffé. n'ont pas chômé, pardon. Par contre, les pistolets n'ont pas chômé, en effet. Par contre, même les recharges n'ont pas chômé, j'ai l'impression. Bah, tu sais, les recharges automatiques. Le nombre de recharges, je crois que le moment où je l'ai vu le plus recharger, c'est dans le plan vertical avec le fusil à pompe. C'est ça. Sinon, je trouve qu'il a changé beaucoup de fois d'armes quand même. Combien il dit au début quand Laurence Fishburne lui file le flingue? 21 cartouches. 21 cartouches, et je crois que la première scène, il doit en tirer 45. Voilà. C'est vrai qu'il, mine de rien, il le garde longtemps sur la Concorde, le flingue. Il essaye. C'est réalisme qu'on se dit, tant pis, c'est pas grave. C'est comme. Et puis on se dit toujours qu'il y a peut-être un plan de coupe qu'on n'a pas vu, on l'a vu recharger. Oui, voilà. Puis de toute façon, en fait, vu le nombre d'armes qu'il utilise différentes dans le film, des nunchaku, des fusils à pompe, des fusils d'assaut, des voitures. Honnêtement, j'adore l'idée, mais je trouve que elle est pas maîtrisée, dans le sens où
niveau chorégraphie avec le nunchaku, tu sens qu'il y a quand même. Il y a eu de la volonté, mais l'effet n'est pas là quand En même. même temps, je trouve que le nunchaku. Je suis expert en désolé, nunchaku, j'ai peut-être toi choqué les auditeurs. Ah, vous. pour avoir vu du Alors, le Bruce Lee, quand nunchaku, même. j'ai toujours trouvé ça pourri. C'est deux bouts de bois avec. Je trouve que ça n'avait aucun sens ce Star Wars. quoi. J'aurais préféré une lance, tu vois. Demande ça au mec qui s'est pris 5 coups de nunchaku dans la tête pendant 2 minutes par John Wick. Je pense que lui, il a dû se dire que ça reste une arme létale, quoi. Un sabre, c'est parfait pour toi. Hein. Ah, bah la Ah, scène, Bah, c'est Le- pour ça le qu'à sabre. Osaka, c'était. la scène du c'était combat ouf. entre Donnie Yen et John Wick, du coup, Même les avec, arcs, sabre, c'était- pistolet. Bon, pour résumer, je pense qu'on peut dire tous les quatre que John Wick, Ouais, voilà, ouais. pour ceux qui aiment ce genre de cinéma, le cinéma d'action débridé, mais aussi Inventif. inventif Mm. et surtout artistique. Je pense que toute la saga John Wick, c'est dans la beauté du geste en fait. Bah c'est oui. une saga qui part de la beauté du geste. Dans le rapport avec l'art. Et le rapport avec l'art, on voit le contemporain Avec les dans le cultures premier, on voit l'art romain dans le L'art 2, les arts premiers dans le 3. Et là, on est plus sur de la Renaissance, on va dire. Bah, on on est même sur la la- culture ou asiatique aussi. la culture asiatique. ouais. On a un bon euh, melting pot quand même. Ouais. Du coup, là pour le coup, ils embrassent aussi ce côté vraiment du monde de la nuit. On a plein de bonnes musiques qui arrivent du C'est coup ça. pour souligner. À la radio, ouais. Ouais, non mais vraiment, je trouve qu'on. Et oui, c'est plus le monde de la nuit. John Wick 4 vraiment. Je pense que c'est celui qui a la meilleure bande originale en termes Peut-être, de oui. musique. Ah pour oui, le coup. sûrement. Bah, de toute manière, le Castlevania d'artiste fait un travail monstrueux. Et hein, j'ai là-dessus. beaucoup aimé la référence dans la scène de boîte de nuit avec la musique du premier qui revient Qui de revient- la boîte de nuit Mais aussi. qui est remixé du coup. Ouais. Ouais. On va quand même dire un petit mot avant de passer à la troisième partie de Keanu Reeves, Oui. qui est un acteur qui a traversé les époques et qui est devenu une sorte de king of cool. C'est assez hallucinant sa carrière. Et d'ailleurs, il y a peu d'acteurs qui peuvent se vanter d'avoir fait un film culte par décennie. Ouais. C'est ça. Avec Point Break, c'est fin des années 80, mais c'est un peu les Point années. Break. Ça reprend quand même l'esthétique années 80. On a Dracula. On a Dracula, on a Speed. C'est ça. Puis après, au tournant des années 90-2000, la saga Matrix La saga C'est ça, Matrix, évidemment. ouais. et la saga John Wick dans les années 2010-2020. C'est assez hallucinant. Il y en a peu d'acteurs. J'en vois pas beaucoup des acteurs qui ont traversé autant d'époques. Et il a joué aussi un nanar. Il s'appelle Knock Knock. Ça c'était lui, il est enfermé et attaqué Il est par deux enfermé filles. et attaqué, violé, abusé par 2 filles. Oui. Il a tourné quelques nanars dans la foulée Voilà. de Watcher. Après, qui ne je tourne me pas dans des souviens, nanars et pourtant, voilà, il traverse les époques. Il est toujours aussi apprécié parce qu'apparemment, et je ne le connais pas personnellement, mais c'est une personne formidable. Oui. En fait, il est simple. C'est quelqu'un qui a traversé tellement de merde dans sa vie que je pense qu'il est quelqu'un de simple, d'attirant, même d'humain, je trouve. Bah, quand on regarde les interviews, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez ouvert et qui expose assez bien ses points de vue. Et là-dessus, il est très humble, très. Et il n'est pas du tout un but de sa Ah oui, personne. Il partage énormément de choses. Ah oui, mais il est Surtout, très humble. Il a toujours gardé cette optique. Il a toujours gardé cette optique. Il n'a jamais changé. Il a toujours eu un respect pour du coup, les autres ou pour sa carrière, sans pour autant du coup se dévaloriser. Même si il a eu effectivement un moment de passage à vide suite à du coup des drames personnels, il a quand même toujours su garder le cap. Et je pense que c'est ça aussi qui rend le personnage de Keanu Reeves. Oui, mais on sait même c'est pas attachant, en on fait. sait même pas Attachant. si on va voir les films de Keanu pour l'acteur ou pour l'homme, parce que l'acteur, on va pas se mentir. J'adore Keanu. Franchement, j'ai vu quasiment tout ce film. C'est pas un C'est grand pas acteur. effectivement non plus un grand acteur. Après, il a quand même su montrer qu'il avait du talent. Cela dit, il a pas. Oui, non plus- il a un certain talent, mais Il a un talent c'est assez contradictoire parce que là on demande de faire ressentir beaucoup d'émotions à certains acteurs. Là on sent que le croque-mitaine, mon gars, c'est un homme stoïque. Quand tu ah oui, quand je tu dis te pas dans la regardes, John Wick où il doit Voilà. avoir dans le premier, il doit avoir 10 lignes de dialogue maximum. Il doit dire à chaque fois 3 fois ouais. Ouais, c'est ça. Mais à aucun moment, ce mec ne rigole en fait. Il est c'est- toujours sérieux, il est c'est- toujours bien cadré, tout ça. Il sait qu'il veut tuer, il va te tuer. Et tu dois bien Mais regarder. même dans comment les il moments intimes avec du coup avec son rival quand ils sont à l'église et où c'est un moment de confession, c'est un moment intime où il pourrait y avoir de l'émotion, même si donc son rival lui a ce côté un peu attachant, lui rentre pas dans le jeu. Ah non, vois, je suis non. pas d'accord. Je sens Bah, que cette On scène, le voit sent tout dans ce- le tremblement de la voix où oui bien sûr il est marqué, mais d'un point de vue faciès, bah, il est stoïque. Ah bah quoi, il le a mec. pas C'est, énormément d'expressions c'est- faciales. Moi, Oui, j'adore, mais c'est je pas le redis, une- j'adore Keanu. c'est pas une cynique. Moi Mais aussi. quand je le revois dans certaines scènes de Speed, je le trouve à côté. Je parle même pas d'un de ses premiers films, donc
Les liaisons dangereuses avec Glenn Close et John Malkovich, il avait un petit rôle, il était complètement nul. C'est ça. Dans Point Break, je le revois maintenant. Quand tu revois Point Break, bon, tu le revois pour Patrick Swayze. Oui. Mais alors Keanu, il est pas terrible dedans, franchement. Hein. Et pourtant, mais il est déjà Pourtant, dans Allez. Matrix, Dans c'est Matrix, il est plutôt. Dans Matrix, plutôt bon. c'est là où je le trouve Ouais. presque le mieux. tu vois. C'est vrai. Dans Matrix, il est plutôt bon. Mais pourtant, bah déjà, les années 80-90, il était très beau. Voilà, faut le dire. C'était un beau gosse. Bon, là, ça va encore. Ah, c'est Avec vrai sa qu'il- barbe, ça t'avance bien quand même, ses pour l'instant, mignon, il a ça toujours va. pas hein. changé. Oui, il est encore classe, mais je veux dire, Oui. quand tu le revois dans les années 90, le gars, c'était. Voilà quoi. Bon, il Après, était j'ai beau envie quoi. de dire, les années 90, c'est comme DiCaprio, Brad Pitt. La force du temps fait que nous Oui, oui. vieillissons. Mais bon, c'est vrai qu'il avait quand même une certaine beauté. Il a joué face à Al Pacino dans L'Associé du Diable, qui maintient un certain culte, ce film. Ça. Alors que moi, j'ai jamais aimé ce film. Et pourtant, j'adore Al Pacino. Mais J'ai pas de souvenir de ce film, j'ai si jamais ce trouvé. n'est, à part l'anecdote comme quoi il a baissé son salaire pour Et, pouvoir jouer avec Pacino. j'ai c'est ça encore des copains qui me disent on était au lycée ou au collège. Ah, t'as vu L'Associé du Diable hier? Oui, bon, oui. Oui. Ça existe, oui. Voilà pour Keanu, voilà. Une icône en fait. Oui, Il est devenu une icône. C'est une icône. C'est une icône qui a su marquer sans doute plusieurs générations. Plusieurs générations, Que plusieurs. ce soit du cinématographique, vidéoludique et culturel. Et du dans coup, l'ensemble. on a hâte de voir la suite, parce que bon, John Wick, je pense qu'il y aura sûrement un 5, mais on va dire que le gros de la saga est terminé. Ah oui, On sûrement. peut dire ça. On est sur sans doute un déclin, mais scénaristique. Je pense qu'après, il n'y a pas 46 portes de sortie. On est soit sur la fin, soit C'est- sur l'acte final, de toute façon. Alors Voilà. qu'est-ce qui va nous sortir? On a eu donc Matrix dans les années 90-2000, John Wick. Ça sera quoi le tournant des années 2020-2030 pour Keanu? Moi, je le Ah, vois je sais bien pas. dans un film médiéval, quelque chose d'impressionnant. Un Ridley Scott, pourquoi pas. Moi, je le vois bien finir sur un gros Ridley Scott. Ah, Ça serait- pourquoi ça pas? serait Moi, bien. je signe. J'en ai aucune idée. Après, faut se dire aussi que Keanu Reeves a 58 ans. Est-ce qu'il va encore faire les films ad vitam aeternam de ce genre de style? Je ne pense pas en vrai. On parle pas mal d'un retour de Constantine ces derniers temps. Effectivement, John Constantine ouais. 2 serait en préparation. Après, on n'est pas encore. On n'y est pas. Enfin, en tout On n'y cas, est moi, pas j'ai encore. pas vu de date de début de tournage ou même d'un projet en développement, mais ça parle de plus en On plus. sait Le que- film est devenu ouais. aussi, curieusement, Constantine est devenu culte alors qu'il n'a pas beaucoup marché à la sortie. Keanu Reeves serait pour, effectivement, serait pour une suite à Constantine. Mais en tout cas, Keanu Reeves serait pour un chapitre 5 du fait de sa rencontre avec le réalisateur, parce qu'ils se connaissent assez bien, ils s'apprécient bien. Bah, le Et c'est pour ça- réalisateur Chad, je dirais pas son Oui, Chad. Oui, Chad. était la doublure cascade de Keanu Reeves dans Matrix. Voilà. D'accord. Dans les 3 Matrix, Et c'était puis, lui comme sa on sait doublure qu'il Matrix. a un immense respect pour les cascadeurs, Keanu, ça ne m'étonne pas effectivement qu'il soit devenu proche, voire ami. Alors, est-ce qu'il va se relancer dans la réalisation? Je sais qu'il a réalisé un film sur les arts martiaux qui était pas terrible, mais la réalisation était pas mal, ça dit. Hein, La franchement, production, peut-être plus. Moi, je le vois bien. Est-ce qu'on va le voir comme financer des d'autres projets. stars avant lui bifurquer vers la télé? Il y a quand même des choses intéressantes qui se passent à la télé ces C'est dernières années. possible, c'est possible. C'est possible. Après, à voir ce qu'il va faire. Ou une série, peut-être. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. On adore tous Ouais, Keanu Reeves qui nous a fait rêver. Et, Keanu, si tu nous entends, évidemment. on t'embrasse. voilà. Et qui est un homme Si tu veux participer à notre particulièrement impressionnant, on va dire. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter sur Keanu Reeves ou John Wick avant qu'on passe à la partie débat? Oui, moi j'aimerais bien Qui risque faire un d'être petit animé. topo. Ouais. Et pour rendre hommage à l'acteur de Sharon, qui nous a malheureusement quitté Ah, le Lance 8 mars. Reddick. Tu fais oui. bien de le remarquer. Ouais. Oui, C'est Lance vrai. Reddick, ça m'a fait très mal au cœur. Grand acteur, grande acteur, voix, que ce soit grande du voix, coup, oui. cinéma, film d'animation, jeux vidéo, il a marqué son empreinte ces 10 dernières années, voire même ces 20 dernières années. Et Oui, c'est vrai c'est que de bonnes années. c'est une perte qui n'a Alors, pas su briller autant qu'il l'aurait dû. Pour replacer pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Lance Reddick, donc c'est le personnage qui joue le concierge dans les 4 premiers John Wick. Donc un acteur fantastique. Je vous conseille de voir ce qu'il a fait avant, notamment peut-être ce qui restera une des plus belles séries de tous les temps. Fringe. Fringe aussi, mais moi je parlais plus de The Wire sur Oui, écoute. aussi. Où il était fantastique déjà. Il a souvent joué le rôle de flic un petit peu bourru, mais il le faisait tellement bien. Il avait un charisme Il magnétique. avait un charisme de fou. Même Donc, dans Bosch, même ah dans bah, Bosch. bon, moi j'adore Bosch, la série Bosch, et j'adore les livres de Michael Connelly. Voilà, Lance Reddick, pour moi c'était un personnage, un second couteau C'est ça. incroyable. Il fallait l'avoir. Quand tu l'avais dans ton film,
Déjà, tu savais que t'avais pas de problème, t'avais un bon personnage carré qui fonctionnait bien. Donc dans Bosch, dans Fringe évidemment où il était génial, dans Lost où il avait un petit second rôle aussi, dans bien sûr Sur Écoute qui reste peut-être encore aujourd'hui une des séries les plus acclamées de tous les temps. Et puis la saga John Wick. Voilà pour la seconde partie, on va passer au débat. On se retrouve tout de suite après ceci. Attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Non, du calme. Du calme. Alors la partie débat, on a parlé coup de cœur, coup de gueule, on a parlé de John Wick. Cette fois-ci, on va parler cinéma français. Est-ce que le cinéma français se rebiffe ? Cocorico. La semaine prochaine, à l'heure où on enregistre cette émission, la semaine prochaine, mercredi, sort Les Trois Mousquetaires, partie 1 d'Artagnan. Quelques semaines plus tôt sortait Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de films à gros budget. Au-delà de ça, on peut dire quand même que de très bons films ont percé au cinéma français. La Nuit du 12, récompensé au César pour de bonnes raisons, c'est un film formidable que je vous conseille. En ce moment, au cinéma, cartonne dans les salles et un succès critique monstre. Je verrai toujours vos visages par la réalisatrice de Pupille avec un casting aussi dingue. C'est un petit film, c'est un film d'auteur, on va dire, c'est pas un gros budget. Mais bon, c'est un film qui cartonne, les gens vont le voir au cinéma comme ils avaient déjà été voir Pupille au cinéma, qui avait extrêmement bien fonctionné. Des stars en voiture, voilà, qui commencent un petit peu, j'ai l'impression, arrêter de chercher le gros contrat dans la comédie du moment et qui vont chercher des projets plus intéressants. Je pense à Gilles Lelouch, je pense à Léla Becti, je pense à Virginie Efira, César de la meilleure actrice méritée cette année pour Revoir Paris. On pense à Pierre Ninet, toujours là pour faire des films intéressants, drôles et intéressants. On pense à Pio Marmaille, à François Civil, à Marina Foïs, à Romain Duris, à Vincent Cassel, Eva Green surtout. Eva Green, magnifique. On a une magnifique génération femme. d'acteurs français qui est juste... Alors, est-ce que le cinéma français, à qui on a beaucoup reproché de se concentrer sur les films d'auteurs que personne n'allait voir ou sur les comédies populaires débiles, est-ce que le cinéma français se rebiffe ? Moi, je pense que oui. Et j'en suis relativement fier. Moi, j'ai jamais caché pas mon inintérêt ni mon dégoût. C'est juste que pendant ces 5 dernières années, c'est vrai que j'ai eu du mal pendant très longtemps avec le cinéma français c'était la caricature de dire que c'était très souvent que des films de genre, que des films de comédie. Et moi, je suis relativement content de voir que ces 5 ou 10 dernières années, on a des films comme Vidocq, Le Chant du Loup, Novembre, La Nuit du 12, des films comme ça qui tout de suite transpirent d'une bonne intention, transpirent de talent avec des acteurs intéressés par leur rôle et qui vraiment ont envie de montrer une prestation d'eux-mêmes qui dépasse ce qu'on a eu à l'heure actuelle. Pour moi, le cinéma français, il se rebiffe et je suis relativement content de ça. J'avais un peu cette image avant pour moi, un peu le cinéma français, c'était Waterloo. C'était le dernier carré de soldats français qui était là. Et maintenant, ils ont enfin dit, avant de mourir, merde aux Anglais. C'est pareil, là, ils ont dit merde, on en a marre de tout ce qu'on fait. On veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose de bien, on veut quelque chose qui montre notre talent. Pour moi, ça se transmet et pour moi, ça se montre là maintenant avec ne serait-ce que des projets d'une ambition folle, comme l'adaptation à l'heure actuelle, du coup, des Trois Mousquetaires, qui, à n'en point douter, va marquer le cinéma français cette année. Avec du coup l'épisode 1 qui sort et la partie 2 qui est déjà tournée et qui sortira du coup pour Noël 2023, c'est bien ça Valentin ? Décembre pour la partie 2, Milady. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc oui, pour moi le cinéma français se rebiffe et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi, comme ça le cinéma français peut dire merde aux films américains. Parce que je suis désolé, à voir le trailer et même la production des Trois Mousquetaires, la première partie, je pense que ça peut faire étonner les Américains, les Amerlocs. Surtout que, on va pas se le cacher, peut-être que le cinéma français, avec ce film, va enfin, j'espère, surpasser quelques films de l'autre pays occidental. Oui, j'espère aussi. Mais je sais pas, mais en tout cas, moi ce que je remarque, c'est que à partir du moment où le cinéma français a encore plus poussé les réalisatrices françaises, on a gagné quelque chose. Surtout Jeanne-Henri. Jeanne-Henri pour Je verrai toujours vos visages. Je pense à Julia Ducournau qui a eu la Palme d'Or pour Titane. Bon, c'est pas mon genre de cinéma, mais c'est des filles qui ont apporté quand même une proposition et qu'on dit merde. Oui. On va faire ce qu'on veut. C'est ça. Je pense à Céline Sciamma, je pense à Maïwenn, qui grâce à Police, même si tous les films, j'aime pas tout, mais Maïwenn a un univers singulier, a pu imposer aussi des grands noms sur les affiches.
Et les gens se sont déplacés à chaque fois, que ce soit pour Montroi, que ce soit pour Police. Les gens sont venus à chaque fois. Je pense que en fait, le cinéma français a gagné, grâce aux réalisatrices, quelque chose de plus. Ça, c'est clair. C'est indéniable. C'est clair. Ça, c'est une Et je pense aussi à Saint-Omer l'année dernière, qui a eu donc des récompenses à la Mostra de Venise. Non, franchement, moi c'est mon avis en tout cas. J'ai beaucoup critiqué le cinéma français, notamment sur la partie comédie. Ouais. Et même là, je dois reconnaître que, et pourtant c'était pas mon style de film non plus, mais la bande à Fifi, Philippe Lachaud, a réussi à avoir son univers, ses films. C'est pas toujours, moi c'est pas forcément mon truc, mais c'est fait avec la sincérité de vouloir faire sa comédie, sa mise en scène. Le film par exemple sur Nicky Larson a été vachement bien accueilli, même par la critique. Et les gens sont allés le voir. Et là pour l'instant il cartonne au cinéma avec Alibi.com 2. Mais même c'est pareil, c'est le mot que tu viens de dire, c'est sincérité. Moi c'est vrai que j'ai l'impression depuis quelques années qu'on a des réalisateurs et des acteurs qui veulent revenir à quelque chose de sincère, qui veulent se montrer sous le meilleur jour et qui veulent montrer qu'on est capable de faire des trucs vraiment intéressants. Ne serait-ce qu'en termes de films d'action. Balle perdue, épisode 1, épisode 2 sur Netflix. C'est des films d'action français qui, pour le coup, sont relativement bien foutus. On a des vraies scènes d'action, on a des bonnes scènes de course-poursuite, on a vraiment de la vraie tôle qui se froisse, on a des acteurs qui sont relativement intéressés par leur rôle. Moi, depuis quelques années, j'ai l'impression vraiment qu'on retourne à un truc vraiment franc, direct, et qui a du cœur. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux voir. C'est pas forcément... C'est pas cliché, c'est pas que je veux pas voir un film d'auteur ou un film de genre. Je pense qu'effectivement, on excelle dans ce genre de cinéma, si tant est qu'il est montré sous son meilleur jour. Mais j'ai envie de voir autre chose et je pense qu'on tend à voir autre chose en ce moment grâce au cinéma actuel. Je sais pas si oui, mais même je trouve par exemple au niveau des Césars cette année, d'ailleurs la soirée était plutôt réussie dans l'ensemble. D'habitude les Césars, moi je leur fais qu'une critique, une grosse critique, c'est qu'on a l'impression qu'ils mettent le point d'honneur à récompenser le film que personne n'a vu. En disant vous êtes tous débiles le public, vous n'avez pas été voir le film sous-titré en iranien de 3h30. Bon là je schématise, c'est pas ça du tout, mais bon. Mais là cette année ils ont récompensé un film qui a pas non plus fait des millions d'entrées, mais qui a bien marché, qui a une super cote en France et à l'étranger la nuit du 12, qui a quasiment reçu toutes les récompenses. En même temps c'était normal, le film est excellent. Donc là il y a eu quelque chose qui m'a plu. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Si, bien sûr. Non, moi, il n'y a rien à dire, je suis d'accord avec toi. Et donc, voilà, sur ces bonnes bases, le cinéma français commence à réinvestir le domaine des grosses productions. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bon, on peut en parler 2 secondes. Si, on va en parler. C'est quand même 65 millions de budget. Il faut parler d'un phénomène surtout, c'est depuis quelques années, les studios français tendent à vouloir adapter les œuvres littéraires françaises, que ce soit BD, livres, pas forcément toujours pour le mieux. C'est pas forcément non plus une mauvaise chose, c'est même plutôt bien qu'ils décident enfin de vouloir adapter notre milieu littéraire. Alors moi je veux bien, j'ai envie qu'ils continuent, mais alors si c'est pour massacrer mais voilà, il faut que ce soit fait. La BD, je trouve que la BD d'ailleurs globalement, et hormis Alain Chabat qui sait comment s'y prendre, il l'a fait avec le Marsupilami, on peut le critiquer mais le film était bon. C'était même plutôt bon, voire drôle. Pour moi c'était drôle. C'était ce qu'il fallait. Il l'a fait avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Les autres, il y a eu beaucoup de BD d'adaptés. Et Spirou, et vas-y que je te balance les profs, le Gaston Lagaffe, du Cobu. Ça a rarement été bien fait. J'ai l'impression qu'en fait, ils prenaient l'air de la BD pour une saloperie, en fait. Un moyen de se faire de la thune facile. Le problème, c'est que c'est aussi un point de vue que j'ai longtemps défendu, c'est que à cause de ça, et aussi pour faire le contraste, par exemple, avec les grosses productions américaines, c'est que... quand tu as quelque chose qui t'appartient culturellement ou même de droit et que ça plaît aux gens, t'as tendance à vouloir l'exploiter à son maximum. Et peu importe le contenu, en fait, c'est une manière de se sentir exister si tu vas vouloir l'exploiter de manière incommensurable. Et ça, peu importe la qualité du contenu. Ce qui t'a donné des films qui sont quand même, selon moi, humoristiquement, même en termes de contenu, abominables. Franchement, y a des films, c'est des trucs qui n'ont pas forcément lieu d'être. C'est des... Par exemple, on va prendre le Gaston Lagaffe. Est-ce que c'était vraiment impossible? Est-ce que c'était ne serait-ce que possible d'adapter Gaston Lagaffe au cinéma? Voilà, il y a des œuvres qui sont visuellement déjà impossibles à mettre en place. Et pourtant, et paradoxalement, à côté, il y a des choses qui auraient dû être mises il y a des choses qui auraient dû être adaptées depuis bien longtemps. Effectivement, les Trois Mousquetaires, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réadaptation française. Je parle en française.
faite par nos soins, parce que c'est bien marrant, hein, mais ok, les Anglais ont fait une série Les Trois Mousquetaires. Les Anglais ont fait une série Les Trois Mousquetaires. Voilà, je veux dire ça. C'est dingue. Ça, c'est pour ça que Les Misérables a eu plus de succès, était plus adapté à l'étranger qu'en France, par exemple. Oui, mais c'est ça. Je rappelle que c'est la comédie musicale la plus vue de l'histoire des comédies musicales. J'allais dire que c'est pas tourne juste. encore à Broadway. Et c'est pour ça que je qualifie aussi le cinéma français tout aussi, c'est que tu vois, ils vont sortir, imaginons 5 films, tu vas en retenir un qui marche, tu vas retenir le genre dans lequel il a marché et tu vas exploiter ce genre à fond. Pendant un moment longtemps, ça a été le genre humoristique et c'est ce qu'a donné ces films parfois bien et parfois médiocres d'humour qui sont le Cadmerade Cinématique Universe. Voilà, c'est vrai. Le cas de Mérad, le Poulvord, le Danny Boone, tout ce que tu veux. Alors que c'est trop dommage parce que c'est des films qu'on parfois eu leur public et leur succès, mais il y a de l'argent et de l'argent. Mon problème avec le cinéma français pendant longtemps a été là-dessus. C'est-à-dire que quand tu donnes à Danny Boone, que j'apprécie au demeurant, dire Bienvenue chez les Ch'tis, sans être le film de la décennie, c'était c'est le genre de film qu'on regarde le samedi soir en famille, qui est sympathique. Mais alors, ces films suivants ont eu environ entre 25, 30, voire 40 millions de budget pour un Danny Boone. Mais pourquoi ? Non, mais parce que on les voyait pas sur l'écran, alors on se doutait à peu près d'où passait le financement. D'ailleurs, on se doute aussi à peu près d'où est passé le financement de Astérix et Obélix. Les 65 millions, à mon avis, ont été beaucoup dans le casting, parce que manifestement, c'est pas la qualité des costumes ou des effets spéciaux qu'on fait la différence. Hein. Zlatan à tout prix. Zlatan à tout prix. Et moi, c'est ça qui m'a fait halluciner quand on voit le budget de Kaamelott premier volet d'Alexandre Astier, qui est de environ 12 millions, qui est pas négligeable, mais c'est pas, c'est loin d'être extraordinaire. Je trouve ça raisonnable dans le sens où ça avait quand même déjà marché avant. Pour un film Kaamelott, 12 millions, ça va. Non, mais c'est un petit budget, faut se rendre compte que c'est un petit budget. Oui, cinématographiquement, c'est un petit budget, mais dans le sens où il y avait toutes les cartes de son côté pour que ça marche. Et même là, si on regarde Les Trois Mousquetaires qui sort, donc très bientôt, c'est 70 millions pour 2 films. 35 millions par film. Ouais, à peu près. Bon, bah c'est des bons budgets, mais Danny Boone a financé, par exemple, je crois que c'est Red. Qui est pas... Excusez-moi, Red Dingue. Qui est pas ouf. Qui est... Ouais. Non, qui est Red pas ouf. L'affiche japonaise du film est incroyable, par contre. Le seul truc que je retiens, c'est que l'affiche japonaise est incroyable. Et même là, je peux pas critiquer Danny Boone, il a son public et même ces films sont plutôt sympathiques. Mais c'est comme pour les tuches, tu vois. Les tuches, environ, c'est 20 millions de budget. Il y a un gros problème par rapport au financement sur les films français. Effectivement, le budget part pas là où il devrait. Ce qui est extrêmement dommage. Non, les films à gros budget. Le budget part pas là où devrait. Oui, pardon. Les films, et ça, parce que moi j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux financés par l'État. Déjà, tous les films ne sont pas financés par l'État, par le CNC. Et globalement, quand il y a des gros budgets, c'est pas forcément l'État qui finance le plus. Et là où je suis confiant pour l'avenir, c'est que quand tu vois des films donc avec Léa Becti, avec François Civil, etc., qui sortent comme ça, même avec donc pour les Trois Mousquetaires d'Artagnan, tu vois qu'il y a cette rigueur dans le film en fait. Tu vois qu'il y a une ligne qu'elle est tenue. Il y a une rigueur historique dans les costumes, dans l'apparence des personnages, dans l'apparence des lieux. Même au-delà du film en lui-même, c'est dans la tenue du film en fait. Ouais, on voit que on voit de l'argent dans les décors, voilà, on voit l'argent dans les costumes. Tu vois, on voit un côté pro. Tu vois, par exemple pour les Trois Mousquetaires d'Artagnan, t'as des décors naturels. Ouais. Ça a été tourné entièrement en France. Entièrement en France. Enfin, t'as tout qui est fait de manière à ce que tout soit impeccable. Et ce professionnalisme, tu le ressens dans le film et tu le ressens aussi dans on va dire dans la musique, dans la scène d'action, dans la totalité du film de toute façon. Et j'ai lu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux des Trois Mousquetaires, non pas du film, parce que c'est généralement les gens là ne l'avaient pas vu, ou en tout cas parce qu'il sort la semaine prochaine, sur le fait que le cinéma français a beaucoup d'idées, on va réadapter les Trois Mousquetaires. Et j'ai envie de dire à ces gens-là que oui, on va réadapter les Trois Mousquetaires. Et j'ai envie de vous dire qu'on les réadaptera encore 50 fois s'il le faut, parce que c'est la culture française. Bah ouais.
Vous inquiétez pas, les Anglais, ils ont aucun scrupule à adapter pour la 500e fois Shakespeare au cinéma. C'est ça. Alors, je ne sais pas pourquoi nous, on devrait avoir honte d'adapter Alexandre Dumas, qui est un de nos plus grands auteurs, et j'appelle de mes voeux à ce qu'on adapte du Victor Hugo, à ce qu'on adapte Balzac, à ce qu'on adapte... Du Maupassant, moi je veux le Maupassant. Je veux le Maupassant. Je veux le Horla en film. On réadapte plein d'œuvres de BD françaises qui vraiment méritent. Bien sûr. Moi, j'adorais revoir du Michel Vaillant, par exemple. Michel Vaillant, c'était vraiment cool. Pourquoi ne pas revoir? Mais pourquoi pas? Ou alors même, on a pas mal de BD de science-fiction française qui marchent énormément, qui sont reconnus dans le monde entier. Mais c'est des histoires intemporelles. Enfin, les Trois Mousquetaires, c'est une C'est histoire intemporel. intemporelle. Il y a Les Trois toujours Mousquetaires, quelque chose. Déjà, c'est impossible d'adapter la totalité du roman, qui était un roman feuilletonnant à l'origine, qui paraissait dans un journal. Donc, il y a toujours une nouvelle intrigue. C'est difficile d'adapter la totalité des Trois Mousquetaires. Oui, mais après, avec. Là, j'ai l'impression. Parce que nous, on a vu le film. On est 3 à l'avoir vu ici. On l'a vu en avant-première, en présence du réalisateur et de François Civil et de Eric Ruff, qui joue avec des questions. Le cardinal de Richelieu. On a vu le film, je l'ai trouvé très très bon. Je vous engage à lire ma critique sur les réseaux sociaux. On vous engage surtout à aller voir le film. Et je vous engage à aller voir le film, faut qu'il marche. Je vais aller voir le film. C'est vraiment. Autant j'étais pas chaud pour que les gens aillent voir Astérix parce que ça va l'air quand même assez moyen. Autant si vous voulez aider le cinéma français à faire du cinéma populaire et bien foutu, à gros budget, allez voir les Trois Mousquetaires. Vous vous ennuierez pas une seule seconde, ça je vous le dis. Mais moi, ce qui me fait peur avec les Trois Mousquetaires, avec les Trois Mousquetaires, c'est pas le film en lui-même, mais c'est plus le public. Même en général, les films français. Est-ce que vous pensez que les films français là maintenant, genre les Trois Mousquetaires, ont trouvé le public? Alors je pense que pour ce film-là, tu vois, ça va être pour les Trois Mousquetaires, ça va être du bouche à oreille, ça va être au niveau des notations et du ressenti. C'est ce qui va faire marcher ce film-là. Ouais. Après, pour ce qui est des films avec Léa Becti, Adèle, son nom de famille, Exarchopoulos, des films avec les grands noms du cinéma, ça se fait tout seul parce que le peuple français de manière générale est accroché à une figure et par exemple Adèle et Léa Becti, c'est des figures qui sont iconiques dans le sens où tu les as connus avec Tout ce qui brille, avec ces genres de choses. Et ils ont un public qui leur est déjà voué, entre guillemets. Et donc, c'est des films qui ont au moins une certaine audience prescrite. Mmh. Et contrairement aux Trois Mousquetaires, où même si tu as quand même des grands noms du cinéma français, c'est plus compliqué dans le sens où c'est on va dire un genre nouveau où on se relance dans ça y est du coup notre culture, un domaine bien spécifique. Je suis d'accord avec toi, Théo, les films à grand budget de KPDP, on va pas se mentir, on les avait pas vus en France, en tout cas à d'époque, on les avait pas vus en France à ce point de budget. À part du Zorro, tu payes Pacte des loups. Oui. Le fameux Pacte des loups. Et c'est étonnant d'ailleurs que le Pacte des loups, qui a bien marché, qui a encore un culte en France et à l'étranger, n'est pas appelé plus de successeurs. Peut-être par manque de talent des réalisateurs qu'on avait à l'époque. Oui, je pense que c'est le réalisateur et l'inspiration qu'ils avaient. Je pense que c'était pas voué. Peut-être aussi qu'il y a un côté, je vais dire, effrayant en termes de budget. Attention, je mets des guillemets là-dessus parce que forcément, quand on veut faire un film historique, tout de suite, il va falloir faire des grosses recherches historiques sur les costumes, sur les décors. Alors effectivement, ça peut paraître effrayant et je pense qu'on ne devrait pas être effrayé de ça parce que en France, on a les moyens de le faire. Mais c'est peut-être ça aussi qui a refroidi pas mal de fois les producteurs, réalisateurs, même les acteurs pour ce genre de film. Mais je reviens juste sur... tout à l'heure, tu disais par rapport par rapport au succès possible ou non des Trois Mousquetaires. Je pense effectivement que ça va jouer énormément sur le bouche à oreille parce que le peuple français. Non, le public, il est souvent aussi attiré par ça. On a bien vu avec Astérix et c'est par curiosité que tu te rends ce genre l'Empire du Milieu. Le film a très vite eu un aura de mauvais film, de bouse. Oui, mais parce que il a marché, en tout cas au début. Il y a eu dans les médias beaucoup de monde. Enfin, c'est vrai qu'on a vu tout de suite ils ont alimenté la bête dans les médias. Parce que voilà, si le film avait vraiment été bon, je pense que ça aurait continué sur la lancée. Là, il est à 4,5 millions, il va s'arrêter un peu avant les 5 millions d'entrées, ce qui est largement insuffisant pour rembourser le film. D'ailleurs, ils en espéraient au moins 5 millions, 5 ou 6 millions. Ça sera pas. Alors que là, les Trois Mousquetaires, ils ont fait une technique de promotion à laquelle je croyais moyen, mais qui est plutôt en train de fonctionner. À savoir des bandes annonces bien faites. Et elles étaient bien pas faites. Beaucoup en plus, ça c'est bien. 2 bandes annonces.
Et énormément d'avant-premières en région, dans les villes. Ils ont parcouru la France entière. Par exemple, la semaine dernière, où on a vu le film, il y avait une avant-première à Dijon avec une partie du casting, une avant-première à Auxerre avec une partie d'un casting, et une avant-première, je ne me souviens plus, peut-être à 3 en même temps. Ils ont parcouru la France et les salles étaient complètes à chaque fois. Tout de suite, ça fait envie quand tu peux voir l'acteur, leur poser des questions, voir comment ils ont fait leur film et te rendre compte que ils y croient eux aussi et que justement ils veulent te montrer leur bébé. Tout de suite, ça marche. Et c'est un argument aussi parce que plus il y a de monde qui va en première semaine, si en plus le film a un bon bouche-à-oreille, plus ça va passer. Et là, ils vont un peu doper les chiffres. Parce qu'ils vont compter toutes les entrées des avant-premières la première semaine. Et puis aussi, ça montre qu'ils sont confiants aussi. Parce que Astérix Obélix, s'ils avaient été réellement confiants sur leur film, ils auraient fait plein d'avant-premières. C'est ce que je te dis, si les critiques sont professionnalisme bonnes. En fait. C'est comment t'abordes le truc. Si les critiques sont bonnes, et a priori, j'ai vu quelques petites critiques de première, machin, des petites. A priori, il va être bien reçu par la presse. Par le public aussi, le public avait l'air ravi quand on est parti la semaine dernière. Après, une question, vous qui avez vu le film... Et s'il y a beaucoup d'entrées la première semaine, ça devrait normalement bien se passer. Ouais, mais vous qui avez vu le film, j'imagine, est-ce que vous pensez vraiment, tu disais de bouche à oreille et de public, mais je veux dire, quelle tranche du public peuvent être intéressés? Est-ce que vous pensez vraiment que dans les salles, j'ai envie de dire, des jeunes, il y en avait des jeunes, honnêtement, moins âgés que nous, peuvent être intéressés? Je pense que oui. 16, 17, 18 ans. Je me demande, on en a parlé quand on a fait le podcast avec les jeunes de la MFR, on avait déjà parlé des Trois Mousquetaires, je leur avais passé la bonne annonce et je leur avais demandé est-ce que vous avez envie d'aller voir le film? Globalement, ils avaient envie d'aller voir le film. J'ai pas l'impression qu'il y avait une grande connaissance des Trois Mousquetaires. Je sais pas. Cela dit, il n'y a pas non plus une réticence par rapport aux Trois Mousquetaires. Je pense Après, le film a quand même des ingrédients. François Civil est très apprécié par les jeunes, par les jeunes filles. Oui. Il y avait beaucoup de filles dans la salle. Énormément de filles dans la salle. Eva Green est appréciée par tout le monde. Oui. Vincent Cassel est apprécié par beaucoup de personnes. Il y a quand même un casting par Romain Duris, ça dépend. Mais globalement, oui. Il y a un casting qui est quand même bien choisi parce que déjà, ce sont des bons acteurs qui campent du coup des très bons personnages et qui en plus sont tous à peu près une bonne base de fans de tout horizon qui peuvent du coup aller voir le film. Et ça, c'est un avantage. Il y a Louis Garrel qui joue le Louis XIII, qui a aussi une certaine base de gens qui vont voir ses films à chaque fois. Même la reine. Vicky Krieps, effectivement, qui joue Anne d'Autriche. Pareil, elle a son petit public de connaisseurs. Lina Coudry, que moi j'adore Lina Coudry, que vous avez pu voir notamment dans novembre l'année dernière. Qui est magnifique dans le rôle de Constance d'ailleurs. Elle est sublime. Elle est vraiment très très bien. Je vous conseille d'y aller. Je pense qu'en fait le casting, le projet, les bandes annonces et la façon de promouvoir le film via les avant-premières en région vont peut-être, j'espère, déclencher un truc. Combien de millions d'entrées il faudrait pour que le film en appelle d'autres? Je ne sais pas. Mais moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que le film a l'air d'être bon, et vous l'avez vu évidemment. Il a l'air d'être bon. J'espère que je vais adorer, mais j'ai peur que ce film-là ne trouve pas son public, dans le sens où il ne fait pas l'entrée dans laquelle ils espéraient, et au vu de la réalisation, parce que le film, à mon avis, mériterait, je pense, des dizaines de millions d'entrées. Mais si au moins. Non, mais je pense qu'à partir de 3 millions d'entrées, on pourra considérer que c'est quelque chose de positif. Je veux dire, si, il faut que vraiment tout le monde soit intéressé, que ce soit même trentenaires, quarantenaires, ceux qui ont la vingtaine, je pense que tu vois, cette tranche d'âge on va dire des 30-50 ans, vont être conquis par le film dans le sens où ça respecte tout historiquement avec des figures qu'ils aiment et qu'ils retrouveront. Et après, pour les plus jeunes, le problème, c'est que tu as aussi une catégorie de jeunes qui vont plus au cinéma. Tu as une catégorie de jeunes qui y vont et qui vont apprécier, dans le sens où ils ont. C'est à nous de les emmener là-bas. Voilà, mais dans le sens où que les collèges en parlent. Je compte aussi un peu sur l'éducation nationale. J'aimerais bien, moi je sais que j'aimerais bien, que les profs de français, parce que c'est quand même un monument de la littérature française, et c'est le parfait représentant du genre de KPDP, la littérature de KPDP avec donc les Trois Mousquetaires, Scaramouche, le Comte de Monte Cristo, etc. Zorro, Fanfan la Tulipe, la Tulipe Noire, L'Homme au masque de fer, L'Homme au masque de fer. Avec un magnifique Jean. Je trouve que ça réunit l'histoire de France, romancée,
Et la littérature, j'aimerais bien que les collèges et lycées s'en emparent aussi. C'est une porte d'entrée. Le film n'est pas parfait. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé très beau, très bien fait, avec un casting qui est très très bon. Voilà, on avait envie de voir ces mousquetaires-là. Voilà, je trouve qu'il y a quelques problèmes de rythme. Ça cède à quelques effets de mode. Oui, il y a des améliorations à faire. Ça mais sert quelques c'est, effets de mode. Le mode caméra à l'épaule, plan séquence, ça marche super bien parfois. Il y a un combat dans les bois entre les mousquetaires et les hommes du cardinal qui est génial. La première scène dans Pénombre, ça marche un peu moins bien. Ça marche un peu moins bien. Il y a quelques effets, la poursuite avec Milady au niveau de la falaise et pas la scène la plus belle de l'histoire du cinéma français. Ça le fait. Il y a pire, il y a mieux. Ouais. Y a rien que moi, ça m'a pas choqué en tout cas personnellement. Moi non plus. Mais le film est en tout cas pétri de bonnes intentions. Ouais. Il a envie de nous emmener avec lui dans une grande aventure. C'est un film d'aventure qui bouge tout le temps, qui est drôle, qui est émouvant, qui est enthousiasmant. Les émotions. Voilà, qui est enthousiasmant, qui est loin d'être parfait, mais c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. J'ai beaucoup d'espoir pour la partie 2 avec le siège de La Rochelle. Tu vois, c'est pour ça que je m'en fais pas forcément pour ce film, parce que même s'il trouve pas son public tout de suite, il a la chance de se rattraper avec son deuxième volet. Et ouais, mais on l'a vu par exemple pour le diptyque sur Mérine. Partie 1, partie 2 avec Vincent Cassel. Bon, ça date déjà. Mais... Le premier avait bien marché, le second avait pas marché des masses. Alors que je trouve d'ailleurs que le second est même mieux que le premier partie. Mais bon. Voilà. Après, pour moi, franchement, s'il reste sur ce tempo-là et s'il garde le même professionnalisme et le même réalisme dans la narration, moi, je fais pas de soucis, il y aura aucun souci. Sans être le chef-d'œuvre ultime, moi j'ai envie que ça marche. Ne serait-ce que déjà parce qu'ils prévoient du coup d'autres films du même genre à gros budget. Ils veulent s'attaquer au Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle du comte et d'Edmond Dantès. Le comte de Mickey. Donc ça va dépendre à mon avis quand même beaucoup du succès en salle des Trois Mousquetaires. Moi j'ai envie de voir le comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, ça me botte, j'ai envie de voir ça. Edmond Dantès, franchement. J'espère qu'ils vont le faire. J'espère qu'ils vont le faire, donc on va courir voir les Trois Mousquetaires et le revoir pour essayer d'avoir le comte de Monte Cristo. Surtout qu'il y a moyen d'avoir un casting formidable. Et puis bon, pour les gens de ma génération, nous on se souvient du comte de Monte Cristo à la télé avec Gérard Depardieu, qui était déjà une très bonne mini-série, qui n'était pas tout à fait fidèle au bouquin. Mais qui avait du budget. Moi, qui avait du budget qui était pas mal. J'ai mémoire d'avoir des scènes avec des grands costumes. Et puis, je crois que Gérard Depardieu était déjà un peu vieux pour jouer Edmond Dantès. Je pense. C'est probable. Mais il le faisait bien. Il le faisait super bien. Non, on a envie de voir ce genre de projet. Et j'ai envie qu'on garde la patte auteur qui nous sied bien. On parlait de Pupi tout à l'heure. Voilà, il y a des choses qui se passent de ce niveau-là. Il y a toujours des choses qui se passent. Et j'ai envie qu'on développe aussi cette fibre cinéma populaire rassembleur. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Bah oui. Et c'est dommage parce que au tournant des années 90-2000, on a eu ça. On a eu des Mathieu Kassovitz qui ont fait à la fois La Haine et Les Rivières Pourpres. On a eu Christopher Gans avec Le Pacte des Loups. On a eu Jean-François Richette avec Ma Cité va craquer, qui a fait ensuite Mérine. On a eu et l'Empereur de Paris aussi. Les Brigades du Tigre. On a eu cette envie. Et alors, tous ces réalisateurs-là, on a eu Doberman à l'époque, c'était des propositions de cinéma radicales. Aussi. Et Largo Winch aussi à un moment d'une certaine façon. C'était un peu plus tard. Plus tard, mais genre d'une certaine façon, du coup, on a eu. Et on a perdu ça à un moment. Entre 2007 et 2018, on a perdu ça complètement. Ouais. Complètement. Pourquoi on l'a perdu? Parce que on s'est attaché à d'autres gens. Et parce que ces films-là n'ont pas tous marché. Oui, c'est pour ça. Les Brigades du Tigre, c'était un échec. Largo Winch, c'était petit succès, par exemple. Oui, mais voilà, ça c'est le problème, c'est qu'on s'est tourné vraiment vers la comédie, quoi. Avec on s'est tourné tous vers les ce qui mois marchait, un nouveau film avec Cadmerade et Christian Clavier. Il aurait fallu qu'ils se rendent compte qu'un échec n'est pas forcément un échec. Des fois, échouer, c'est même aussi bien. Comme ça, du coup, ils peuvent apprendre. C'est pour ça, tu regardes. Bon, mais voilà, avec pas un bien film compris comme ça, tu reviens dans le genre avec un coup de poing sur la table qui est. On a même eu le versant comédie d'aventure avec Le Boulet, avec Benoît Poelvoorde. Oui. Il y avait du budget, il y avait une certaine envie de cinéma populaire comme pouvait l'avoir. On a eu Taxi 1. Oui, Taxi 1. On a eu ce versant-là comme pouvait l'avoir Gérard Houry à l'époque avec De Funès et Bourvil.
On avait ce genre de cinéma qui a complètement disparu, qui est revenu, qui a eu un petit coup à la fin des années 90, début des années 2000, qui a complètement disparu, j'ai l'impression, et ils veulent y retourner. J'espère que vous les auditeurs, vous serez au rendez-vous pour continuer à regarder des films d'auteur, pour aussi aller soutenir le cinéma français dans cette tentative. Ne serait-ce que par curiosité, parce que c'est quelque chose qui vaut le coup. Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense, les garçons. Un dernier mot ou quelque chose à dire? Il faut aller voir le film Mousquetaire. Allez voir John Wick. Allez voir John Wick. Voilà, pour moi, c'était donc Augustin. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de dire au revoir aux auditeurs? Eh ben écoutez, gardez-vous bien, passez un bon week-end et puis allez voir les 3 mousquetaires. Mathéo? Eh ben oui, allez voir le film, allez voir les 2 films qu'on vous a proposés, John Wick et les 3 mousquetaires. Ce sont des films qui sont à voir, ils doivent marcher, enfin surtout les 3 mousquetaires parce qu'ils en ont un peu besoin. Que la passion vous guide et bonne journée à vous. Théo? N'hésitez pas à répondre à Valentin sur les réseaux sociaux, je pense. Puis surtout, oui, prenez soin de vous et allez voir les films qui sont franchement géniaux. De mon point de vue, il n'y a pas de souci. Voilà, donc continuez à aller au cinéma, à regarder des séries, à nous en parler, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. En tout cas, partagez le monde de la culture, c'est important. Il n'y a jamais rien eu de plus essentiel. À bientôt, c'était The Popcast Network saison 2.